Mesdames et messieurs, bonjour. Tout indique que c'est bel et bien la fin de Nationair. On s'apprête à fermer la société jeudi, car c'est en ce jour, le 22 avril, au plus tard, que Robert Obadia doit présenter son plan de restructuration en vertu de la loi sur les faillites. André Bédard est dans la salle des nouvelles et a plus de détails aujourd'hui. Bonjour André. Bonjour Suzanne. Ce qui sonne le glas chez Nationair, c'est la perte des contrats de pèlerins vers la Mecque, n'est-ce pas? Oui, ce qui reste actuellement de Nationair, ce sont des cadres à Mirabel, 3 avions au Moyen-Orient avec des équipages qui sont toujours coincés là-bas. J'ai parlé au syndic ce matin et il semble qu'on s'affairera dans les prochains jours à ramener tous ces gens qui sont coincés en Arabie Saoudite. Mais il y a une question d'argent derrière cette situation. Oui, ces gens-là n'ont pas ce qu'il faut pour payer la note d'hôtel et c'est une coutume dans certains pays du Proche-Orient de garder, de confisquer les passeports dans les hôtels jusqu'au départ des gens qui évidemment règlent la note, ce qui est tout à fait normal. Et comme il y a, semble-t-il, une créance d'à peu près 1,5 million que Saudi Airlines doit à Nationair, probablement que Nationair va négocier le paiement de la note d'hôtel par Saudi Airlines qui sera déduite du montant qu'ils doivent à la compagnie canadienne. Est-ce qu'il pourrait libérer cette centaine d'employés? Mais est-ce qu'il y a d'autres passagers de Nationair dans le monde qui attendent de rentrer? Et il ne faut pas oublier qu'il y a toujours des voyageurs qui risquent d'être coincés à Bruxelles parce que Nationair a vendu des billets à beaucoup de gens. Et ces gens-là, s'ils ne sont pas au courant des déboires de Nationair, vont se présenter à l'aéroport de Bruxelles et vont demander à revenir avec Nationair qui ne vole plus à partir de cette destination. En ce lundi 19, il reste quand même 3 jours avant jeudi. Il n'y a vraiment pas d'espoir à Nationair? À Nationair, à l'intérieur de l'immeuble, on continue de nous dire qu'il y a des négociations qui se poursuivent, notamment avec les Saoudiens qui actuellement leur demanderaient, et je parle entre guillemets, leur demanderaient au conditionnel 2 appareils. Mais tout doit être réglé d'ici jeudi parce que sinon, à ce moment-là, s'il n'y a pas de plan de restructuration qui est proposé aux créanciers, c'est la fin, ni plus ni moins. André Bédard, je vous remercie. Au revoir. Le chef du Bloc québécois, Lucien Bouchard, a obtenu l'investiture de son parti hier dans la circonscription de Lac-Saint-Jean, qu'il représente en ce moment aux communes. Devant 700 partisans, Lucien Bouchard s'est moqué des candidats au leadership conservateur qui promettent de supprimer le déficit fédéral en 5 ans. Et puis le ministre de la Santé, Benoît Bouchard, quitte la vie politique. Il en a fait l'annonce dans sa circonscription de Roberval au Québec ce matin. Benoît Bouchard va terminer son mandat, mais il ne sera pas candidat aux prochaines élections fédérales. Il est en route présentement pour Ottawa où il fera part de sa décision à la Chambre des communes. Nous allons en parler avec Guy Gendron à notre bureau d'Ottawa. Bonjour Guy. Bonjour Suzanne. Pourquoi Benoît Bouchard quitte-t-il la vie politique? Pour des raisons assez obscures. Il a expliqué ce matin dans son comté de Roberval qu'il partait parce qu'il est temps, c'est tout. C'est une citation de sa déclaration de ce matin. Monsieur Bouchard dit finalement qu'il a fait son temps, ça fait 9 ans qu'il est en politique active, qu'il est fier de ce qu'il a apporté ici. Il est surtout fier d'avoir assumé sa québécitude à l'intérieur du gouvernement fédéral, d'avoir représenté les Québécois. Il se dit aussi québécois qu'il l'était en 1984. On sait qu'il avait voté oui au référendum de 1980. C'était un des souverainistes qui ont assumé le beau risque, si vous voulez, en 1984. Mais il dit qu'il est maintenant davantage canadien. Il ne voit pas de contradiction entre les deux. Et puis, quand il a annoncé sa démission ce matin, il a dit qu'il voulait continuer à continuer à bâtir le Canada. On ne sait pas trop dans quelle fonction il pourrait le faire. Il a dit je ne suis ni trop vieux, ni trop fatigué, ni trop amer pour continuer à contribuer. Il n'a tout de même pas indiqué ce qu'il allait faire maintenant. Non, mais les rumeurs veulent qu'il serait assez favorable à ce qu'on le nomme ambassadeur du Canada à l'UNESCO ou encore à Paris, à l'ambassade canadienne. La liste s'allonge, Guy Gendron, des gens qui ont collaboré avec Brian Mulroney à son règne, si on veut, et qui maintenant quittent la vie politique. C'est une vraie hécatombe depuis quelques semaines. Là, le départ de M. Mulroney, Clark, Mme McDougall, Wilson, Epp, Crosby, Mass, De Cotteret, maintenant M. Bouchard. Décidément, tous les gros canons de la première heure du gouvernement Mulroney sont tous partis. Le nouveau chef du parti pourra vraiment imprimer sa marque à ce gouvernement en partant presque à zéro. Guy Gendron, je vous remercie. Au revoir.
À Waco, au Texas, le FBI est passé à l'action pour mettre fin au siège contre la secte des Davidiens retranchés dans leur ferme forteresse depuis 51 jours. 90 personnes sont toujours réfugiées à l'intérieur, dont 17 enfants. Très tôt ce matin, un véhicule blindé a enfoncé la porte du bâtiment principal. Des gaz lacrymogènes ont été utilisés et ils le seront tout au long de la journée pour obliger les membres de la secte de David Koresh à se rendre. Vers 8h45, le véhicule blindé a commencé à s'attaquer à une partie de la façade. Le FBI entend démolir d'autres dépendances de la ferme. Les Davidiens ont été avertis de ce qui se passait et leur sécurité est garantie au moment où ils abandonneront le refuge. Jusqu'à maintenant, les agents de la police fédérale n'ont pas utilisé d'armes. Encore une fois, l'Afrique du Sud est paralysée aujourd'hui par un mouvement de grève pour les obsèques de Chris Hani, le leader de l'ANC, assassiné il y a 10 jours. Des dizaines de milliers de Noirs ont assisté aux obsèques célébrées dans le stade de Soweto. Nelson Mandela y a redemandé des élections libres et justes le plus rapidement possible. Dans le stade, la cérémonie s'est déroulée dans le calme, tandis qu'à l'extérieur, il en allait tout autrement. La bagarre a éclaté entre la police et des groupes de jeunes qui barraient la route. 3 manifestants ont été tués et 8 autres blessés dans ces affrontements. Par ailleurs, 4 hommes armés ont semé la désolation dans le faubourg noir de Sebokeng la nuit dernière, tuant 19 personnes, ce qui porte à 47 le nombre de décès dans les troubles qui ont suivi l'assassinat de Hani. En Bosnie, on a pu évacuer une centaine d'autres blessés par hélicoptère ce matin de l'enclave musulmane assiégée de Srebrenica. Les appareils de l'ONU ont emporté vers tout cela 110 combattants musulmans blessés. Un autre contingent de 70 casques bleus canadiens est en route vers Srebrenica pour aider les troupes en place depuis 2 jours pour désarmer les miliciens bosniaques. Un convoi de camions est également arrivé dans l'enclave, chargé de vivres et de médicaments. Mais les autorités ont refusé de laisser les réfugiés repartir dans les camions vides. Si les combats se sont calmés en Bosnie orientale, ils ont par contre repris de plus belle ailleurs dans le pays, notamment entre musulmans et croates, alliés de fait jusqu'ici devant l'agression serbe. Fin de semaine de référendum en Italie, 83% des électeurs se sont prononcés en faveur d'une profonde réforme électorale lors de ce référendum de 2 jours. Ces estimations proviennent d'un sondage effectué à la sortie des bureaux de scrutin. En réaction, les marchés financiers sont à la hausse. La réforme prévoit que les 3/4 des sénateurs seront élus au scrutin universel. Les autres seront choisis dans un scrutin de liste partisane. La participation au référendum a atteint 67%, ce qui démontre la volonté des Italiens de changer un système politique miné par la corruption et l'instabilité. 8 questions ont été soumises au peuple italien. Il y a 50 ans aujourd'hui commençait le soulèvement dans le ghetto juif de Varsovie. Des centaines de juifs venus de partout dans le monde sont allés en Pologne se remémorer ces événements tragiques de la Deuxième Guerre et de l'Holocauste. En 1943, des centaines de jeunes juifs décidaient d'affronter l'armée allemande et les SS venus chercher les 60 000 habitants qui restaient encore dans le ghetto pour les amener au camp de la mort de Treblinka. Peu nombreux, mal armés, ils ont tenu presque 1 mois devant les Allemands. La plupart des habitants ont été tués dans les combats. Les soldats allemands ont ensuite incendié le ghetto. Il n'en reste d'ailleurs à peu près rien aujourd'hui, seulement un souvenir douloureux pour les rares survivants qui ont vu impuissants partir les leurs vers l'extermination. En fin de semaine, dans la région de Montréal, un carambolage est survenu à Terrebonne, hier au nord de Montréal. Il a coûté la vie à un homme de 51 ans, en plus d'en blesser 10 autres. Un camion transportant du bois et des blocs de ciment sur une deuxième remorque a causé la tragédie. Les freins du lourd fardier auraient lâché. Alexandre Dumas raconte. Fortement achalandé en ce milieu de matinée par résidents et visiteurs du dimanche, le carrefour du centre-ville de Terrebonne, à la hauteur de l'emprise de l'autoroute 25, a pris rapidement l'allure d'une zone sinistrée. Dans la côte du chemin Gascon, où quelques dizaines de voitures étaient immobilisées dans l'attente d'un changement de feu de circulation, le fardier s'engagea inopinément dans une descente funeste, n'ayant plus de frein, dira-t-on, après qu'une dizaine de voitures eurent été fauchées. J'ai entendu un coup de klaxon, j'ai regardé dans mon miroir, je me suis aperçu que le camion n'arrêterait pas. Probablement qu'il n'y avait pas de frein, alors j'ai avancé un petit peu, puis là, évidemment, tout ça, je vous dis ça s'est produit à l'espace de 3-4 secondes. Alors, d'après moi, il a embouté le véhicule qui était à côté de moi, il l'a traîné sur une distance d'une 50aine de pieds, puis
Évidemment, tout revolait là, en bon français. Là. Et j'ai vu le camion subitement qui a pris un élan de vitesse, que j'ai réalisé qu'il manquait de frein. J'ai rentré sur le stationnement pour éviter d'être pris dans la catastrophe qui vient d'arriver, parce qu'effectivement, c'est une vraie catastrophe qui vient d'arriver. Bilan, un mort et une dizaine de blessés. Mais ce bilan aurait pu être encore plus catastrophique. Le ministère des Transports du Québec mènera vraisemblablement, en parallèle avec la police, une enquête à l'égard de l'état de marche du poids lourd. Le propriétaire de ce véhicule lourd devait par contre nous indiquer qu'il y a 3 semaines, le mastodonte avait subi toutes les inspections utiles et nécessaires. Alexandre Dumas, à Terrebonne. La société Cascade pourrait céder à des Américains d'ici la fin du mois toute la machinerie de son usine de Port-Cartier désaffectée depuis sa fermeture en août 91. Une papetière américaine offre 6 millions de dollars. Le démantèlement de l'usine de la Côte-Nord mettrait fin alors à tous les espoirs du comité de relance dirigé par le maire de Port-Cartier. Un comité qui peut d'ailleurs encore trouver un promoteur intéressé à la relance de l'usine, mais il doit le faire avant le 29 avril. Après la pause, la psychologue Hélène Routier nous explique comment parler du divorce aux enfants. Y a-t-il encore des gens qui ne savent pas que Lunetterie New Look offre 2 paires de lunettes complètes verre et monture pour le prix d'une, que les examens de la vue se font sur place par des optométristes et que nous acceptons également les prescriptions de l'extérieur? Chez Lunetterie New Look, la plus importante enseigne québécoise de l'optique, le contrôle de la qualité est une priorité. 2 paires de lunettes complètes verre et monture pour le prix d'une. Lunetterie New Look, c'est vrai. Entreposage domestique, c'est pratique. Entrepreneurs, détaillants, distributeurs, hommes de métier, Entreposage domestique est un système de libre entreposage idéal pour vos besoins. Facile d'accès avec votre véhicule 7 jours sur 7, bail mensuel, choix de grandeur, système de sécurité ultra moderne. Chez Entreposage domestique, la qualité du service, c'est notre fierté. Entreposage domestique à Beauport et Sainte-Foy, 663-2344. L'été s'en vient, et pour un temps limité, le Sunrunner ne coûte que 229 $ par mois. Avec 4 roues motrices et des freins arrière anti-blocage, le Sunrunner est le véhicule officiel de votre été. L'été s'en vient, et pour un temps limité, la Suna SE est offerte à partir de 6 993 $. Avec un moteur 4 cylindres et une boîte manuelle 5 vitesses, la Suna SE est le véhicule officiel de votre été. Vos concessionnaires Pontiac Biotech. Je crois que notre service 800 PME serait beaucoup plus adapté à la nouvelle réalité de votre entreprise. Je demande transfert pour les entreprises de fixe-roi sur Télé+. Québec Téléphone a conçu le nouveau programme Complicité PME, spécialement pour aider les PME à mieux gérer leurs frais d'interurbain et à les rendre encore plus compétitifs. Désilets et Fils prêt à transférer sur Service Watt. Très bien. Je rassemble le dossier, on se voit cet après-midi, sans faute. Québec Téléphone, le côté affaires de la technologie. Quand le couple se défait, qu'il est question de se séparer ou de divorcer, les adultes concernés ont déjà donc vécu des heures très éprouvantes. Mais il reste encore à se retourner vers leurs enfants pour leur dire ce qui en est. Ce sont des moments d'échange et d'écoute qui sont très chargés d'émotions sans doute, mais qu'on ne peut éviter pour la suite de la vie de famille. La psychologue Hélène Routier nous en parle donc aujourd'hui. Bonjour Hélène. Bonjour Suzanne. Comment est-ce que les parents peuvent annoncer une nouvelle si difficile aux enfants? Bien, il faut le faire le plus clairement et le plus directement possible. Il faut donc que les parents aient passé à travers leurs émotions pour les mettre de côté, réunir les enfants et expliquer aux enfants que le couple ne va plus bien, que malgré les efforts pour régler les difficultés, ça n'a pas été possible et qu'il va donc y avoir un divorce. Il faut dire la vérité aux enfants, que ce soit parce qu'un des conjoints ait rencontré quelqu'un d'autre ou parce qu'il a découvert une autre orientation sexuelle, peu importe, il faut dire la vérité. Parce que quand on ne dit pas la vérité aux enfants à propos du divorce, les explications sont floues et les enfants le sentent et posent des questions. Mais on sait que les enfants qui vont entendre dire que les parents ne s'aimaient plus peuvent s'inquiéter pour eux-mêmes aussi, finalement. Donc, on sent ça un peu quand on discute avec eux, quand on se présente devant eux. Est-ce qu'on doit aller jusqu'à leur préparer, dorer un peu la pilule en disant on va mieux s'entendre après, ça ira, ce sera une amitié entre le père et la mère? Est-ce qu'on peut dire ça? Seulement si c'est vrai. Ça ne sert à rien de promettre à des enfants une relation amicale entre des parents qui ne s'entendent plus et qui savent
très bien qu'ils ne peuvent pas être des amis parce que les enfants auront des attentes si on leur promène telle chose. Ils vont penser que leurs parents vont se comporter comme des amis, se visiter, sortir ensemble, avoir du plaisir ensemble, et ils seront très déçus parce que ça ne pourra pas fonctionner comme ça. Et ce que les enfants risquent à ce moment-là, c'est de bâtir la méfiance envers les adultes, d'avoir l'idée que les adultes sont des gens en qui on ne peut pas faire confiance au niveau affectif. Et il faut penser que ces enfants-là seront un jour des adultes et qu'ils risquent de se comporter comme ça aussi. Les enfants n'ont pas besoin de penser que leurs parents vont demeurer des amis. Ils ont besoin d'être protégés cependant des conflits parentaux. Par contre, ils ont des groupes d'âge différents, des besoins différents, d'entendre des choses différentes de leurs parents à ces âges-là. Comment on tient compte de ça? Bon, d'abord, tous les enfants vont penser qu'ils sont coupables du divorce de leurs parents. Parce que dans leur tête, le monde est comme ça. S'il arrive des malheurs, c'est un peu de leur faute. Alors, il faut surtout leur dire que le divorce n'a rien à voir avec eux, que les parents divorcent parce que comme adultes, ils n'arrivent plus à s'entendre. Maintenant, les petits-enfants, autour de 4-5 ans, lorsqu'ils vont entendre que leurs parents, par exemple, ne s'aiment plus, ils vont avoir peur que leurs parents arrêtent de les aimer du même coup ou un jour. Alors, il faut expliquer aux petits-enfants comment fonctionne l'amour. Il faut leur dire que l'amour entre les parents, un homme et une femme, peut un jour s'arrêter. Mais que l'amour entre un père et une fille, par exemple, ne finit jamais. Et que les parents sont toujours les parents des enfants. Est-ce qu'il y a des cas particuliers pour les adolescents? Est-ce que c'est pas plus facile pour eux? Mais là, pour les adolescents, c'est beaucoup plus difficile, Suzanne. Les gens ont parfois tendance à dire, bon, mes enfants sont grands, ça va bien aller. C'est le contraire. L'adolescence est la pire période pour vivre le divorce des parents. Parce que la famille, bien structurée, est pour les adolescents un tremplin pour la vie adulte. Lorsque ce tremplin-là s'effondre, les adolescents ont l'impression qu'il n'y a plus rien qui tient autour d'eux. Les adolescents vivent beaucoup d'insécurité à l'intérieur d'eux-mêmes. Ils ont donc besoin d'un cadre. Alors, il faut que les parents aient bien réfléchi et tentent le plus possible de garder un cadre très structurant et encadrant pour les adolescents. Il faut tenir compte aussi du fait que les enfants n'ont pas que leurs parents, ils ont des grands-parents, des oncles, des tantes, alors il faut garder le lien avec le reste de la famille aussi. Il faut que les parents, le plus possible, garantissent aux enfants des facilités d'accès à la famille élargie. Parce que la famille élargie, c'est aussi la racine de l'identité des enfants et ils ont des liens affectifs auxquels ils tiennent, qui signifient des choses pour eux. Alors, il faut leur faciliter les choses simplement, leur dire quand tu as besoin de voir un ou l'autre membre de ta famille, on va t'aider puis on va t'amener les visiter. Mais il faut aussi que les parents s'attendent à ce que les enfants réagissent très émotivement. Bien sûr. Et aient des rancœurs et des crises de larmes aussi. Mais non. On pourra en reparler. Je vous remercie beaucoup, Hélène Routhier. Bonne semaine. Après la pause, les Nordiques remportent en prolongation le premier match de la demi-finale de la division Adams contre le Canadien. Quand votre bouche dit oui, mais que votre estomac dit non. Rolaids procure un soulagement rapide et efficace. Pour les brûlures d'estomac ou l'hyperacidité, Rolaids soulage vraiment. La nouvelle instantanée de l'Auto-Québec Explosion d'argent. On peut gagner jusqu'à 10 fois avec le même billet. Hey! Tu as besoin d'aide? Non, laisse faire. Que diriez-vous d'un bon cappuccino comme au café? À savourer instantanément, chez vous. C'est nouveau de Nescafé. Chaque matin au réveil, et à ce goût de miel de noix, qui vraiment émerveille. Avec Cheerios au miel et aux noix, vous serez au 7e miel. À chaque bouchée, chaque fois, y a ce goût sans pareil. D'avoine grillée de miel de noix, avec Cheerios au miel et aux noix, vous serez au 7e miel.
ce soir, 18h. Le lundi en sport, il y a tellement de choses à dire que c'est à peine si on a le temps de se dire bonjour, Lionel Duval. Bonjour, Suzanne. En effet, beaucoup d'émotions hier soir. Les Nordiques ont marqué 2 buts dans les 2 dernières minutes de jeu pour finalement l'emporter une victoire de 3-2 aux dépens des Canadiens. À mi-chemin en deuxième, Brian Bellows donne les devants 2-0 aux Canadiens. Bellows utilise le défenseur des Nordiques comme écran et surprend Ron Extall avec un tir frappé. En troisième, Gilbert Dion écope d'une mauvaise pénalité. Les Nordiques en ont profité. Avec 29 secondes à jouer en avantage numérique, les Nordiques avaient retiré Ron Extall. Martin Rusinski réduit l'écart, c'est 2-1. Et avec 48 secondes à jouer, les Nordiques n'ont plus de gardien. Joe Sakic, sur un tir faible, surprend Patrick Roy. C'est l'égalité 2-2. Et on ira en prolongation et à 16:49, Scott Young donne la victoire aux Nordiques 3-2. Les Nordiques prennent les devants 1-0 dans cette demi-finale de la division Adams. Le prochain match a lieu demain soir au Colisée. Et la rencontre est présentée à la radio de Radio-Canada à compter de 19h30. Maintenant à Boston, les Sabres de Buffalo ont surpris les Bruins 5-4 en prolongation également. Ici, Steve Hines, avec 3 minutes à jouer, fait dévier la passe de Joey Juneau. C'est l'égalité 4-4. Et en prolongation, Bob Sweeney est venu hanter son ancienne équipe en marquant le but gagnant. Victoire de Buffalo 5-4 contre Boston. Joey Juneau a été le meilleur des Bruins avec un but et 3 aides. À Pittsburgh, Mario Lemieux a inscrit 2 buts et 2 passes et les Pingouins ont battu les Devils du New Jersey 6-3. Ici, Lemieux marque son premier but de la rencontre en quelques minutes et plus tard en avantage numérique, il réussit son deuxième sur un jeu à 2 contre 1, 6-3 à Pittsburgh. À Landover maintenant, Dale Hunter a marqué 2 buts en troisième et les Capitals de Washington ont défait les Islanders de New York 3-1. On se transporte maintenant à Calgary. Les Kings de Los Angeles ont surpris également les Flames l'emportant 6-3. Jamie Carson a marqué 2 buts en avantage numérique dans cette victoire des Kings. Et maintenant, à Chicago, les Blues de Saint-Louis ont marqué 2 buts en 17 secondes en avantage numérique en troisième pour remporter une victoire de 4-3 contre les Blackhawks. Ici, Brett Hull inscrit le but gagnant. Au baseball maintenant, Larry Walker a cogné un simple, un double et un triple. Et les Expos ont défait les Rockies du Colorado 4-2 devant plus de 25 000 personnes au stade olympique. En 7e manche, Larry Walker cogne un triple au champ centre droit. Mike Lansing vient marquer du deuxième but. C'est l'égalité donc 2-2 dans le match. Et avec Walker au troisième but, Marcus Grissom cogne la balle à l'arrêt-court. La balle qui fait un rebond et Walker qui vient compter là-dessus. L'arrêt-court n'a vraiment aucune chance au marbre. Voilà, les Expos qui mènent 3-2. Et toujours en 7e manche, Darren Fletcher frappe la balle sur la ligne du premier but pour un double contre le releveur Jeff Parrott. Et Moises Alou vient marquer du deuxième but. Les Expos prennent les devants 4-2. Canil a lancé le premier match complet des Expos cette saison pour remporter sa deuxième victoire de l'année. Donc, victoire des Expos 4-2 aux dépens des Rockies du Colorado. Les Expos en congé aujourd'hui reçoivent les Dodgers à compter de mercredi. Dans la Ligue américaine, à Cleveland, Albert Bell et Paul Sorrento ont frappé chacun un circuit de 2 points et les Indiens ont défait les Blue Jays de Toronto 6-5. Ici, Paul Sorrento cogne son 4e circuit de l'année en première manche. Ligue majeure du Québec hier soir, le Titan de Laval a remporté une victoire de 4-3 contre les Voltigeurs de Drummondville. Laval gagne cette série demi-finale par 4 victoires contre aucune défaite. Et Hull, les Olympiques ont défait les Faucons de Sherbrooke 5-1. Vous en dites des choses dans un bulletin comme celui-là. Hein? C'est cela, hein? Tournoi de Munich que le Canada joue à l'étranger. C'était son premier match aujourd'hui, une victoire de 2-0. Joue contre la Suède demain. Et le marathon de Boston aujourd'hui, 97e édition. Merci beaucoup Lionel Duval. Je vous en prie. On se retrouve bientôt. Et nous allons parler de météo avec Philippe Schnob pour parler d'une semaine qui s'annonce plutôt comme pluvieuse et plutôt comme fraîche dans la région de Montréal, Philippe? C'est ça, Suzanne. Ça devrait continuer comme ça jusqu'au milieu de la semaine pour une partie de l'Ontario, le Québec et les Maritimes. Mais il fait beau ailleurs. Il fait beau dans le nord d'Ontario, il fait beau dans les prairies et dans le Grand Nord. Mais malheureusement, à cause des systèmes qu'on va voir sur l'image satellite, on ne profitera pas de ce beau temps-là ici au Québec
au cours des prochains jours. D'abord, il y a une dépression à la hauteur de Québec qui se déplace le long de la vallée du Saint-Laurent. Alors, on voit que le ciel est dégagé dans le nord de l'Ontario et dans les prairies. C'est à cause d'une zone de haute pression sur le Manitoba. Le système qui pourrait donner des éclaircies dans l'ouest du Québec au cours de l'après-midi, mais rien de plus. Et autrement, ce sera nuageux dans l'est à cause de cette dépression qu'on voit là dans le centre des États-Unis. Elle se déplace lentement, la dépression. Elle devrait maintenir des conditions nuageuses et pluvieuses pour une bonne partie de la semaine en Ontario, au Québec et dans les Maritimes. Dans les Maritimes, donc, il y a encore un petit peu de soleil tout de même aujourd'hui, mais ça devrait se couvrir graduellement au cours de la journée. À Saint-Jean-Terre-Neuve, il y a de la pluie passagère. À Halifax, c'est ensoleillé avec des passages nuageux. Aux îles de la Madeleine et à Moncton, le ciel va se couvrir et il pourrait y avoir quelques averses cet après-midi. Maximum 6 à 14. C'est plutôt frais dans l'est du Québec. On attend de la pluie mêlée à de la neige fondante en Gaspésie, sur la côte nord et dans le bas du fleuve, maximum 3 à 6. À Québec et en Beauce, le ciel est nuageux. Les probabilités de précipitation sont de 60%. On attend de la pluie, mais il pourrait aussi tomber un petit peu de neige fondante à Québec et en Beauce. Au Saguenay-Lac-Saint-Jean, c'est nuageux avec des éclaircies et des probabilités d'averses de 30%, maximum 4 à 5. À Montréal, le ciel est couvert. Il y a 40% de possibilités d'averses. Les probabilités montent à 60% en Mauricie et en Estrie. Dans les Laurentides, il pourrait y avoir des éclaircies cet après-midi, mais les probabilités d'averses sont tout de même de 40%, maximum 5 à 9. En Abitibi-Témiscamingue, c'est ensoleillé avec des passages nuageux, maximum 4, mais à Chibougamau, il fait froid et on attend de la neige aujourd'hui, maximum moins 2. À Ottawa, les probabilités d'averses sont de 30%. À Toronto et Windsor, ce sera pluvieux. Dans le nord de l'Ontario, il y aura des éclaircies à Sudbury, un ciel variable à Hearst et du soleil à Thunder Bay. Dans l'ouest, en terminant, on a du beau temps à Winnipeg à cause de l'anticyclone, un ciel variable à Regina. À Edmonton, il y aura des éclaircies avec de la pluie, peut-être un petit peu de neige aussi cet après-midi à Edmonton. Dans le Grand Nord, c'est plein soleil, et puis même que le point chaud aujourd'hui, en tout cas dans les prévisions, c'est Whitehorse, on prévoit 15 degrés. Et ce sera ensoleillé. À Vancouver, il y aura aussi du soleil avec des passages nuageux. Alors, on vient de le voir, du beau temps dans les prairies, du beau temps, mais qu'on ne partagera pas dans tout le pays parce que l'Ontario, enfin le sud de l'Ontario, le Québec et les Maritimes seront touchés au cours des prochains jours par une dépression. En fait, les dépressions se succèdent dans l'Est et on est prêt avec ce temps-là pour au moins jusqu'à mercredi. Alors, il faudra parler d'autre chose demain puisque vous avez déjà tout dit pour d'ici mercredi dans l'Est. Ah ben c'est ça, il faudra avoir beaucoup d'imagination. Au revoir. Merci Philippe, au revoir. C'était donc l'édition magazine. Nous serons là demain à midi. Armez-vous d'un parapluie, d'une écharpe, mais sortez avec votre animal favori, comme ici à Montréal, entre deux nuages, dans ces images. À demain.